Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Donc pour poursuivre, vous n'allez pas avoir deux vice-présidents, mais deux Emmanuel. Et je serais content donc de faire cette intervention avec Emmanuel Rodriguez, donc de la société Resin, avec qui nous travaillons en ce moment. Donc la thématique de cette intervention, c'est finalement une des options qui a été évoquée tout à l'heure par CGI, c'est-à-dire la marketplace et finalement quelle possibilité finalement la marketplace peut-elle offrir pour élargir sa base de clients et développer sa distribution de produits financiers. Pour démarrer donc cette intervention, je voudrais faire référence à une enquête que Next Content a réalisée pour SAB, donc à peu près en même temps que l'enquête réalisée pour CGI, et dont certains résultats vont faire écho totalement à ce qui a été évoqué, en particulier sur la confiance. Donc voilà, donc ça c'était le stade introductif, se connecter à une marketplace pour élargir sa base de clients et développer sa distribution de produits financiers. Alors déjà quand même, avant de démarrer sur l'enquête, je vous propose de dire un petit mot quand même sur ça. Sur SAB, SAB est un éditeur de core banking system, qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Nous fournissons à un certain nombre d'établissements français, mais aussi africains, un core banking system. C'est une solution internationale qui permet d'opérer une grande partie des services métiers de la banque. Et cette solution qui s'appelle Sabaté est interfacée bien sûr avec les canaux digitaux et maintenant en utilisant maintenant les API au travers d'une plateforme d'open banking qui s'appelle OpenSAB. Un autre événement majeur qui a concerné SAB l'année dernière, c'est le rachat de la société par Sopra Banking Software, qui a pris une participation de 70% au mois de juillet. Effectivement, la poursuite de l'activité de Sabaté avec une intégration plus importante au travers des solutions proposées par Sopra, comme par exemple la Digital Experience Platform, la DXP, qui est une plateforme digitale que vous connaissez certainement. Et qui équipe un grand nombre d'établissements français et européens. Voilà pour ce petit mot sur SAB. Alors revenons aux résultats de l'enquête et à ce focus que nous souhaitons apporter ce matin sur la confiance forte à l'égard des banques. Pour nous, ce résultat-là, c'est un résultat qui se traduit au travers d'un chiffre, un chiffre qui a été collecté dans le cadre de cette enquête. Alors, pour petite information, l'enquête Next Content pour SAB est aujourd'hui accessible en ligne depuis le site de l'événement InBank. Si vous souhaitez avoir l'ensemble des résultats de l'enquête, vous pouvez effectivement dès aujourd'hui la demander pour obtenir un téléchargement. Parenthèse fermée, je vais effectivement me concentrer sur cette notion de confiance. C'est un résultat qui n'est pas nouveau, ça a été dit tout à l'heure, très justement, mais aujourd'hui c'est un résultat qui atteint des niveaux qui sont encore plus élevés que par le passé. Aujourd'hui, on a 73% des personnes interrogées dans le cadre de la vague 2020 qui répondent qu'ils font confiance à leur banque principale dans l'exploitation qu'elle fait des données personnelles, et 66%, les 73% c'était pour la banque principale et 66% à leur banque secondaire. On voit que ce taux est déjà très nettement supérieur aux autres types d'acteurs pour lesquels nous avons posé exactement la même question, puisqu'effectivement on passe ensuite à l'assureur, aux administrations publiques qui sont bien inférieures en termes de niveau de confiance. Et ce résultat
effectivement progresse, puisqu'en 2018, donc on avait 68% pour l'ensemble, banque principale, banque secondaire, de personnes interviewées qui se disaient confiants ou très confiants donc, dans l'exploitation que font leurs banques des données personnelles qu'elles mettent donc à disposition. C'est quelque chose, à mon avis, un point extrêmement positif, un capital précieux sur lequel les établissements effectivement auraient tout intérêt donc à travailler et on va voir effectivement dans quelle direction cette confiance peut-elle être utilisée. Dans la même étude, nous avons demandé effectivement si alors je vais juste relire la question, ça me semble important. Pour obtenir des offres promotionnelles, des réductions de prix personnalisées, à qui seriez-vous prêt à accorder de manière sécurisée l'accès et le droit d'exploitation de l'ensemble de vos données de paiement? Donc c'est une question qui est très précise. Le bénéfice étant directement d'obtenir des offres promotionnelles. Et c'est effectivement à la banque principale que les répondants ont prioritairement et très largement choisi d'attribuer cette confiance. Et puis dans une seconde intention, on leur a demandé si, pour obtenir des solutions de crédit plus avantageuses, et une réponse plus rapide, est-ce qu'ils seraient, pour une demande de prêt, je précise, seraient-ils prêts toujours à faire en sorte que un de leurs acteurs financiers puisse exploiter donc leurs données bancaires. Et cette réponse effectivement est confirmée et même amplifiée à l'égard de la banque principale, puisqu'on atteint plus de 60%, entre 60 et 70% c'est ça, hein, oui c'est ça, 70% de personnes répondant qu'ils souhaiteraient, ils feraient confiance à leur banque principale pour exploiter leurs données de compte bancaire et de paiement dans un but donc d'obtenir plus facilement un crédit à des conditions plus avantageuses. Voilà, donc c'est quand même une traduction concrète de la confiance qui est attribuée. C'est un élément complémentaire à ce qui a été dit tout à l'heure par CGI dans le cadre de l'étude conduite par CGI. Et effectivement, la question que l'on peut se poser à la lecture de ces résultats, elle est toute simple. C'est finalement que peuvent faire les banques de ce capital confiance. Pour essayer de répondre à cette question et pour essayer de creuser davantage la piste de la marketplace, nous avons souhaité donc poser 3 questions à Raisin. Donc Raisin, c'est cette fintech, mais que Emmanuel va présenter mieux que moi. Mais moi, je vous donne les 3 questions qui me semblent importantes, pour lesquelles il est important d'avoir son éclairage. Quel rôle jouent aujourd'hui en France les marketplaces de services financiers tels que Raisin? Première question. Pour une fintech comme Raisin, comment envisagez-vous d'accompagner les banques dans l'exploitation des données que les clients semblent être prêts à leur confier, comme on vient de le voir? Et troisième question, comment faciliter la coopération entre une banque et une marketplace telle que Raisin? Voilà, donc je cède la parole à Emmanuel. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on aura un peu de temps ensuite pour les questions. Vous n'hésiterez pas à la fin de l'intervention. Je te remercie, Emmanuel. Donc voilà, un autre Emmanuel devant vous. Et je vais donc vous essayer de répondre à ces 3 questions d'une manière assez synthétique, assez directe. Et je voudrais revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'une marketplace en fait et à quoi elle sert. En fait, une marketplace, et la manière qu'on la définit, c'est que c'est tout simplement un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre dans lequel différents utilisateurs, une communauté en fait d'utilisateurs, vont se regrouper parce qu'ils partagent un intérêt commun. C'est ça une marketplace. Ils ont non seulement un intérêt commun, mais ils arrivent à obtenir des solutions à leurs questions. Et dans cette finalité, du coup, Raisin s'est intéressé au marché de l'épargne. Et nous avons défini à partir de là et identifié un vrai besoin de la part de plusieurs utilisateurs autour de ce thème de l'épargne. Et donc, la mission de Raisin, en se concentrant sur le marché de l'épargne, est en fait de vouloir démocratiser cette épargne et de vouloir devenir, à ce moment-là, une solution et créer un marché de l'épargne européenne, un marché européen de l'épargne. Ça, c'est notre mission.
Et pour cette mission, il faut à ce moment-là faire tomber les barrières, qu'elles soient en fait administratives, technologiques ou bien culturelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur le marché français, tout particulièrement, et quel est notre rôle en fait là-dedans? C'est qu'en fait, nous allons aider des banques qui ont en fait un besoin de collecte de dépôts à faire cette collecte de dépôts dans d'autres pays européens. Donc, c'est des établissements bancaires français qui aujourd'hui agissent dans un environnement qui est un des plus chers et des plus élevés, puisque la France est le marché le plus cher pour la collecte de dépôts, de pouvoir faire cela dans d'autres marchés européens. En même temps, on cherche à satisfaire le besoin des épargnants. Aujourd'hui, les gens ont un besoin grandissant d'épargner, pour diverses raisons, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant. Et donc, sont à la recherche de produits d'épargne, de comptes de dépôt. Donc en fait, c'est un win-win pour tout le monde. Et une marketplace, c'est réellement cela. Tout simplement faciliter cet échange et cette mise en relation entre un utilisateur et quelqu'un qui aurait potentiellement un service à lui fournir. Et nous nous concentrons en fait sur la partie de l'épargne. Alors, nos relations avec les banques sont à double titre, puisqu'en fait, l'utilisateur peut soit aller directement sur la plateforme de Raisin, soit passer par l'intermédiaire de sa banque, parce que comme Emmanuel l'a parfaitement dit, il y a un capital confiance qui est énorme auprès de sa banque. Et donc, la banque peut jouer là un rôle de distributeur. C'est ce qu'on appelle le distribution bank chez nous. Et ce sont des gens qui vont chercher à distribuer des produits à leurs clients. Et comment est-ce qu'on peut gagner donc leur confiance? De l'autre côté, nous avons le deuxième modèle qui est le partner bank, qui est justement comment gagner la confiance des banques pour les aider à optimiser leur ALM, baisser leurs coûts de financement en diversifiant leurs sources de financement à travers l'Europe. Et ça, c'est la mission de Raisin. Et c'est ce que nous faisons en France, mais nous le faisons aussi dans d'autres pays. Maintenant, comment est-ce qu'on peut accompagner les banques à faire ça? C'est comme vous avez pu deviner et voir sur le diagramme précédent, nous agissons avec plusieurs casquettes. Nous allons parfois collecter des données et des informations sur les clients à travers nos plateformes locales que nous allons devoir transmettre à nos banques partenaires. Et vice-versa, nous devons gagner la confiance des banques distributrices et de leurs clients pour que ceux-là acceptent aussi que l'on transfère leurs informations auprès des banques partenaires qui, elles, souhaitent placer leurs dépôts. Et pour ça, plusieurs éléments sont très importants. Le premier, c'est ce capital confiance qu'il ne faut absolument pas perdre. Et pour cela, Raisin a fait et essaye de faire au mieux pour gagner la fiabilité et une crédibilité sur le marché. Parce qu'après tout, nous sommes une fintech. On pourrait être considérés comme étant des rigolos qui savent utiliser la technologie. Mais ça va bien au-delà de cela. Donc, Raisin a décidé, il y a 3 mois, et c'est un peu une originalité, quelque part, de racheter une banque. Alors, ce n'est pas pour faire peur aux autres banques. On ne se place pas en concurrent. Mais c'est tout simplement pour raccourcir cette chaîne de valeur et pouvoir être le plus opérationnel possible et se mettre dans un cadre réglementaire. Prouver aux autres banques que nous sommes aussi sérieux qu'elles et que nous savons ce que nous faisons. Ça, c'est très important. Gagner la confiance des autres. La deuxième chose sur laquelle 2019 a été particulièrement clé pour Raisin a été en fait d'asseoir son financement. S'assurer que nous serons un partenaire fiable à moyen long terme et que nous en avons les moyens financiers. Enfin, si une marketplace est un lieu de rencontre, qui sait qu'on fait intervenir dans ce lieu de rencontre? Comment peut-on créer des synergies entre les différents utilisateurs? Et là-dessus, nos partenaires peuvent compter sur le réseau que nous sommes en train de créer, réseau de partenaires tous supervisés, à part le client, qui lui est libre de faire ce qu'il veut. Mais la banque distributrice ou la banque partenaire sont des partenaires qui, eux, sont supervisés, régulés et agissent dans un cadre réglementaire. Et ça, c'est très rassurant pour nos partenaires. Et du coup, ça nous a permis, ça a l'air de marcher, puisque finalement, malgré le fait d'être relativement jeune, on a quand même réussi à lever pas loin de 20 milliards de collectes de dépôts pour nos banques partenaires à travers l'Europe. Donc les épargnants nous font confiance, les banques partenaires nous font confiance, et c'est un win-win pour eux. Mais le deuxième élément qui est le plus important pour nous dans nos KPI, c'est le Net Promoter Score. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait, feriez-vous confiance à cette institution
pour la recommander à un de vos proches. Et là, nous avons un score extrêmement élevé, de 73. Pour vous donner une idée, ce score va de moins 100 à plus 100. Moins 100, on est entièrement haï. Plus 100, on nous adore. Pour vous donner une idée, dans le secteur bancaire, le NPS est autour de 32-33. Dans le secteur d'investissement, il est autour de 46. On fait donc bien mieux. Et ça, c'est vraiment le KPI principal pour nous. Comment gagner la confiance du client, comment la maintenir et comment faire en sorte que grâce à lui, nous allons pouvoir grandir. Donc c'est un des KPI les plus importants pour nous. Alors, petit point, je vais peut-être revenir en arrière là-dessus. Vous avez après sur le petit map à droite les différents pays européens dans lesquels on se concentre. Et c'est principalement l'espace économique européen. Du coup, comment coopérer avec les banques? Alors, je pense qu'il est important de revenir un petit peu en arrière et de se poser d'abord la question, comment se fait-il, qu'apporte une fintech à une banque? Comment se fait-il que les fintechs et les startups existent aujourd'hui? En fait, c'est grâce aux banques. C'est parce qu'elles ont merdé. Tout simplement. En 2008 est venue la crise et elles n'ont plus fait confiance à leurs clients et elles n'ont plus fait confiance non plus aux autres banques. Quelle image! Après, pour moi, en 2008, il y a eu un autre phénomène qui a été très important, ça a été le lancement de l'App Store. On peut télécharger des petites applications sur son téléphone portable. Et ça, c'est fantastique parce que, quelque part, ça a donné beaucoup d'idées à des entrepreneurs. Je peux satisfaire un besoin et je peux, en fait, rendre la vie beaucoup plus facile à des utilisateurs en développant une application. Et pour moi, la coïncidence de ces deux événements la même année a fait qu'en fait, les fintechs et les startups sont créés. On peut dire que c'est presque les entrepreneurs sont peut-être des frustrés, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont pris une vision qui a été complètement différente de celle des banques, qui a été de dire, si moi, j'identifie un besoin pour une raison X ou Y, soit parce qu'un ami me le dit, soit parce que moi-même, je suis frustré avec ça, je vais créer à ce moment-là le service qui est approprié pour. Et donc, en fait, ce qu'ont fait les fintechs, et c'est là la valeur ajoutée des fintechs pour les banques, c'est qu'on a recadré, on a remis le client au centre des préoccupations. Pour conclure, Emmanuel, est-ce que tu peux ajouter peut-être un petit mot sur la façon dont on coopère, on fait coopérer les banques et... Tout à fait. Alors, je vais en venir là, parce que je vois que je suis un petit peu soucieux aussi du temps. Et du coup, en fait, ce qui est très important pour pouvoir coopérer avec les banques, je pense, ça a été de gagner cette fiabilité qu'on disait auparavant. Mais ce qui est très important pour une fintech, et notamment pour pouvoir travailler avec une banque, c'est ce qui est primordial, c'est qu'on agit tous dans un cadre réglementé. Et comment est-ce qu'on va faire pour ne pas sacrifier la confiance et l'expérience client surtout? Parce qu'elle est là. Comment maintenir cette expérience client, cette confiance digitale qu'ont apporté les fintechs? Et ça, je pense que c'est uniquement grâce à l'industrialisation front to back, pas uniquement dans l'acquisition, mais aussi sur toute la chaîne de valeur jusqu'à maturité du produit. Et pour ça, je voudrais venir, parce qu'on parle souvent de front to back, mais il faut aussi voir le retour, back to front. Je crée un dépôt, mais qu'est-ce qui se passe à maturité de ce dépôt? Comment je peux maintenir la confiance de mon client? Et là-dessus, il est très important, je pense, d'agir dans un mouvement de collaboration. Parce qu'en fait, les banques apportent le capital confiance, les fintechs apportent le user experience et en fait, ce retour à la confiance digitale auprès des utilisateurs. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller dans la face de l'iceberg. Il faut descendre dans la salle des machines et en fait, élargir cette collaboration avec des fournisseurs, pour nous, dans notre secteur en tout cas, travailler avec des fournisseurs de core banking system, voir comment fonctionne la mécanique. Sinon, l'industrialisation n'aura pas lieu. Et attention, j'ai bien utilisé le terme industrialisation, pas automatisation. Et l'idée, c'est vraiment de scale up. Et dans l'industrialisation, il y a quand même le facteur humain. Merci Emmanuel, au pluriel. Merci Stéphane.